Nous présentons ici, en guise de deuxième sous-partie de la cinquième partie qui concerne l'Antiquité tardive, début de l'islam dans le monde berbère de l'Afrique du Nord, un cas tout à fait particulier pour lequel nous n'avons aucune preuve indubitable, certaine, qu'il s'agisse bien d'un Nord-Africain et encore moins plus précisément d'un Maure. Mais malgré tout, un certain nombre d'indices suggèrent cette grande villa, appelée la Villa del Casale, au centre-est de la Sicile, était la possession d'un Africain et peut-être même d'un Maure issu de l'aristocratie romanisée d'Afrique du Nord, qui avait fait fortune, ça c'est plutôt certain, dans l'import-export d'animaux exotiques, de fauves, pour les nombreux amphithéâtres de l'Empire romain, et notamment celui encore très actif de Rome, à la fin du IIIe siècle et au cours du IVe siècle, époque de construction et d'embellissement progressif de son énorme maison rurale, une villa rustica, une maison agricole, aux proportions absolument incroyables et très bien conservée jusqu'au milieu du Moyen-Âge parce qu'elle était occupée, ce qui fait qu'une très grande partie du programme iconographique des sols somptueux ont été conservés. La villa romane donc, est constituée de thermes qui sont à l'entrée, exactement comme on va le retrouver à l'époque omeyyade avec les thermes de Qusayr Amra, avec donc les salles chaudes au-dessus des fours, la salle tiède, une salle froide et une palestre, de manière très originale, qui est ornementée d'une mosaïque qui représente un hippodrome qui a la même forme que cette palestre. La maison proprement dite, par laquelle on entre par des propylées impressionnants, un grand péristyle autour duquel sont répartis un certain nombre d'autres édifices, notamment le péristyle elliptique et la partie triconque du cycle d'Hercule, et puis un certain nombre d'autres appartements privatifs ou pour la domesticité, qui se trouvent donc soit au nord du grand péristyle, soit, le plus important, à l'est de cette grande salle oblongue, terminée par deux absides au nord et au sud, le numéro 16, entouré de rouge ici, qui fait l'interconnexion donc entre l'espace relativement public de la maison et l'espace privé, et notamment cette espèce de basilique, laquelle n'est pas couverte de mosaïque, mais d'opus sectile en marbre, terminée elle aussi par une abside. Et d'un certain nombre donc d'appartements privatifs pour les enfants au sud, pour les parents au nord, eux aussi terminés par des absides. Et l'interconnexion donc entre cet espace public à l'ouest, autour du grand péristyle, les thermes, le péristyle elliptique, et des appartements privés au sud-est et au nord-est, est constituée par cette énorme représentation de mosaïque appelée la Grande Chasse. On ne pourra pas passer en revue, évidemment, la totalité, ne serait-ce qu'une petite partie en fait, du programme des représentations de mosaïque qu'on retrouve dans cette maison rurale de cette villa rustica, mais la palestre en forme d'hippodrome est très évocatrice des sports qui se pratiquaient toujours au IVe siècle, et l'hippodrome va rester une activité extrêmement importante dans le monde romain, notamment en Orient, et tout particulièrement à Constantinople, jusqu'à le milieu du Moyen-Âge. Une représentation de la Spina, avec notamment les obélisques, avec l'hippodrome de Constantinople, édifié par Théodose un petit peu plus tard. Un autre motif extrêmement fameux parmi la multitude de motifs que nous ne pourrons pas présenter, c'est bien sûr la représentation du cyclope Polyphème, au moment où Ulysse le fait boire pour pouvoir ensuite, comme vous savez, crever son œil et s'enfuir, en s'agrippant à ses moutons. Ulysse se présentant comme personne. Cette représentation fait référence évidemment au cadre sicilien de la maison, puisque le pays des Cyclopes était supposé être la Sicile. Sur les thermes qui sont à l'ouest, la palestre à l'entrée des thermes, cet espace intermédiaire, cette espèce de grande narthex oblongue à deux absides, et puis les deux groupes d'appartements privés en jaune. Dans les appartements privés, on a parmi les éléments les plus connus cette mosaïque doublement des 4 saisons, avec au centre une représentation érotique. Ces jeunes femmes en train de faire des activités de musique ou de sport, des activités ludiques, et puis cette autre représentation de l'amphithéâtre, à nouveau avec la spina, et ce qui est souvent un obélisque égyptien, mais sinon une simple petite colonne pointue, au centre de l'hippodrome, mais cette fois-ci donc avec des chars tirés par des oiseaux. On va s'intéresser un petit peu plus près à ce grand narthex oblong qui fait l'interconnexion entre l'espace
publics et les espaces privés de la maison. Cette espèce de grande chasse. D'un côté, l'abside a perdu sa mosaïque, il n'en reste pratiquement rien. De l'autre côté, la mosaïque est parfaitement bien conservée et nous permet de comprendre un petit peu la thématique, la problématique. Ici, en fait, ce sont tous des animaux dont certains sont montés ou descendent de bateaux ici. Donc vous voyez les échelles. À l'extrémité sud-est, juste avant l'abside, on a ce griffon qui représente les animaux les plus exotiques que l'on trouve de ce côté sud-sud-est du narthex. De l'autre côté, il y avait peut-être aussi le même type d'évolution vers des animaux de plus en plus extraordinaires, fantastiques, typiques des confins du monde. Et en effet, l'abside du sud-est est une allégorie possible d'un continent lointain, extrême, pourvoyeur de fauves, qui pourrait être soit Éthiopia, soit India. On la voit avec ses cornes, évidemment ce sont des défenses d'éléphants, un éléphant et un tigre, mais qui peut tout à fait représenter un léopard africain ou un lion, et d'autres animaux exotiques plus discrets. L'activité principale, probablement, du propriétaire de la maison, l'importation d'animaux, est représentée dans ce grand narthex oblong. On voit ici des antilopes, des oiseaux exotiques, qui étaient emmenés pour être vendus soit pour l'amphithéâtre, soit pour des maisons privées. Dans certains cas, on les voit même monter l'éléphant sur une petite échelle vers le bateau, ce qu'on peut imaginer être une activité complexe et dangereuse. Et vous voyez au-dessus un chameau tacheté, c'est le caméléopard, c'est la girafe telle qu'elle était imaginée par les mosaïstes qui, a priori, n'en avaient jamais vu, puisqu'ils le représentent selon le nom du chameau léopard, du caméléopard. Et puis on a des représentations plus tragiques encore de main-d'œuvre qui se fait corriger par les employeurs ou par les contremaîtres. Ici, une représentation d'un rhinocéros, a priori un rhinocéros unicorne, l'ancêtre de la licorne médiévale, peut-être un rhinocéros asiatique, ce qui n'est pas improbable, et ils étaient beaucoup plus accessibles que les rhinocéros africains, puisqu'a priori il n'y en avait pas en Afrique du Nord. Et des tentatives d'attraper donc un lion qui se révolte, très clairement, un léopard qui chasse un koudou ou un oryx, un autre lion ici qui chasse un oryx, donc c'est une représentation de grande chasse, mais qui se double de ce chargement des bêtes féroces et des fauves et des grands pachydermes. Dans une autre salle de la villa, on voit comment on chassait un gibier, celui-là beaucoup plus européen, avec ses grands filets. C'est quelque chose qu'on retrouve à nouveau à Qusayr Amra pour la chasse à l'onagre avec le grand filet, de la même manière. Tout en bout, juste avant le griffon, dont on voit la tête dans l'image de gauche, on a ce tigre femelle, absolument magnifique et émouvant, qui essaye de protéger son petit, qui est pris dans une espèce de panier. Et donc on va se concentrer sur ces trois petits personnages au milieu, à droite du rhinocéros, et sous le lion qui attaque un des chasseurs. Et les trois personnages, aucun n'a d'arme d'attaque. Notamment le personnage du milieu, dont vous voyez qu'il n'a ni arme ni bouclier. Et donc il a été supposé qu'il s'agissait du propriétaire de la villa. Malheureusement, il n'y a aucune inscription dans l'ensemble de toutes ces centaines de mosaïques qui couvrent littéralement le sol de cette énorme propriété. Mais on a supposé qu'il s'agissait du propriétaire. On le voit se tenir sur son bâton, protégé par deux agents munis de boucliers. Et ce qui est frappant, c'est le faciès qui est assez différent de celui, de manière surprenante, on pourrait penser, des Siciliens ou des Italiens, des Romains de manière générale, qui sont représentés dans la grande chasse. Donc ces employés sont probablement des Romains, s'il s'agit bien de cela, mais lui, il ressemble à quelqu'un qui ne serait pas romain, ou qui serait d'un monde intermédiaire entre le monde romain et peut-être potentiellement le monde mort, d'India ou d'Éthiopia, donc qui nous rappelle qu'il y avait une Éthiopie aussi aux confins de la Libye, aux confins du continent africain, aux confins du monde berbérophone, des Numides et des Maurusiens. Au-delà, au sud de la Mauritanie, il y avait une Éthiopie, d'où provenait une partie de ces grands animaux, de ces grands fauves qui allaient ensuite mourir dans l'amphithéâtre. Et on rappellera également que toute l'Afrique du Nord, en tout cas le nord du Maroc et de l'Algérie, abritait des éléphants et des lions, des éléphants jusqu'à leur probable extinction du fait des chasses pour les amphithéâtres au cours du 5e ou du 6e siècle, et les lions jusqu'au 20e siècle. Sans parler des léopards qui existent toujours en très petits groupes.